Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. État des lieux, c'est votre émission. Je suis donc au rendez-vous pour quelques instants de discussion relatives à notre nation. Il y a bien sûr des échéances qui nous attendent et généralement, devant les grands événements de la vie, l'homme s'arrête pour pouvoir se préparer à cela. Nous avons le cinquantenaire de notre indépendance, ça sera dans quelques jours, nous allons fêter 50 ans depuis que notre pays a accédé à l'indépendance. Et nous avons l'année prochaine les élections générales, nous allons donc essayer de renouveler notre personnel politique pour que nous puissions avoir encore une autre gouvernance. Nous avons énormément de choses à relever, mais surtout au quotidien, chaque jour, les Congolais se battent pour nouer les deux bouts de la journée. Pour parler de toutes ces questions qui sont difficiles, parce que ça nous demande énormément de recul, mais en même temps, pas d'éloignement. Les reculs ne doivent pas être l'éloignement. J'ai aujourd'hui appelé un responsable politique. J'ai eu l'occasion de le recevoir depuis quelques années parce que je le suis un peu. C'est M. Emmanuel Ilunga. Il est président de l'ARP, l'Action républicaine pour le progrès. C'est un parti politique. M. Emmanuel Ilunga, bonjour. Bonjour. Merci donc d'accepter de venir discuter avec moi sur votre pays, sur notre pays. Je vous en prie. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parce que vous êtes déjà présent dans les médias, vous êtes président d'un parti politique, un parti qui est venu s'installer depuis 2005-2006 dans le pays, sa présence officielle, avec beaucoup de fracas, il y avait beaucoup de lumière, beaucoup de... Chaque chose en son temps. Voilà, il y avait énormément de la haute technologie. Et pour vous présenter encore plus, vous avez même été candidat à la présidentielle, et puis vous vous êtes retiré au profit de notre candidat, qu'on ne citera pas aujourd'hui, mais quand même, vous allez parler de vous-même. Et on vous a suivi de plus en plus, vous radicaliser. Vos déclarations récentes ont été de plus en plus teintées d'une puissance radicale. Et pourtant, on connaît que vous êtes un homme diplomate. Alors, je considère que cette radicalisation de votre discours doit être liée à la dégradation des conditions de vie. Je vous l'accorde. Alors, nous allons aller vers les 50 ans. Vous allez encore garder le même discours ou vous allez changer un tout petit peu. Les 50 ans qui viennent vont vous trouver plus épanoui ou plus radical. Merci en tout cas de ces questions qui ont une importance assez marquée pour moi et je pense pour la nation tout entière. Je ne pense pas que j'avais un discours radical. C'était une révolte qui était proportionnelle à la souffrance de mon peuple. Nous faisons la politique pas contre un homme, mais contre un système qui est mis en place, qu'il faut changer. Voilà pourquoi nous étions chaque fois dans l'obligation d'essayer de dénoncer pour réorganiser les choses autrement. Mais de notre côté, nous avons toujours été ouverts à la discussion, au dialogue et au progrès. Et d'ailleurs, le titre de notre mouvement le souligne très clairement, ARP, Action républicaine pour le progrès. Cependant, en ce qui concerne les 50 ans d'indépendance, mon cher ami, je pourrais demander de garder une minute de silence, mais nous sommes à la télévision. Je suis malheureux personnellement parce que mon bilan est extrêmement mitigé. Extrêmement mitigé, d'autant plus que pour faire un bilan, je pense, il faut avoir tous les éléments. Je ne peux pas aujourd'hui m'autoriser à ne faire le bilan qui est la période de Kabila père et Kabila fils. Ça serait très incomplet et pas honnête du tout. Si je dois m'autoriser à faire le bilan, alors je dois partir à partir du moment où nous avons une autre indépendance. Et donc, en partant de cette période-là, je dirais qu'il y a beaucoup de matière à discussion. Et d'ailleurs, moi j'avais une proposition à faire au gouvernement, c'était avant d'attendre la fête des 50 ans, il fallait organiser des débats, des symposiums, pour que les étudiants, les femmes, les élèves puissent discuter et savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé, l'histoire de ces pays. Personne ne sait l'histoire de ces pays. Tout le monde attend les 30 juin pour fêter. C'est dommage d'organiser les choses de cette manière-là. Et je pense qu'il fallait mettre du contenu derrière les 50 ans d'indépendance. Il y a du bon. Je vais commencer par une bonne information.
Tout ce qu'il y a de positif dans les 50 ans d'indépendance, c'est l'expérience acquise, que nous avons acquis. Le fait de toucher le fond de la marmite. Nous avons touché le fond de la souffrance. Nous avons frisé toute l'humiliation, le sommet de l'humiliation. Il n'y a aucun peuple au monde qui a pu être humilié comme le peuple congolais. On nous a traités de tous noms et dans tous les pays du monde. Et maintenant, ça nous donne un devoir. Le devoir que nous avons tous, c'est de redorer le blason. Donc de nettoyer cette image. Et pour le nettoyer, ça demande une prise de conscience. Voilà. C'est assez inhabituel, votre analyse de la situation. Vous dites que c'est une expérience positive, mais vous la fondez sur la souffrance totale. Nous avons donc trop souffert, mais ceci est une bonne chose. C'est assez ambigu pour qu'on vous comprenne. Il faut que vous réexpliquiez votre pensée. Très bien. Vous savez, nous avons fait partir le Belge avec l'espoir que lorsque nous allons récupérer nous-mêmes les affaires, nous allons bien diriger ce pays. Mais malheureusement, les Belges sont partis, ils nous ont laissé quand même des édifices, ils nous ont laissé des routes, ils nous ont laissé des hôpitaux qui fonctionnent et un peu d'argent dans les caisses de l'État. Il semble qu'il n'y en avait pas. Il y en avait. Et donc aujourd'hui, nous n'avons plus rien. C'est plus la faute aux Belges. Les Congolais doivent être capables de regarder en face, de se regarder droit dans les yeux et de se dire des choses ouvertement. Nous avons mal géré ces pays, zaïrianisation, dictature, avec tous ces corollaires. Et donc, on ne peut pas continuellement attaquer les Belges. C'est trop facile de cibler en dehors de soi. Parce qu'on se dédouane et on se fait passer pour une victime. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes les deux à la fois. C'est-à-dire la classe politique et le peuple. Le peuple a son silence complice, a octroyé aux dirigeants une certaine légitimité aux actes posés à force de lâcheté. Vous voyez, nous avons créé un fantôme que nous n'arrivons plus à démonter. C'est à force de lâcheté, des petits actes de lâcheté. Donc là, j'ai dit, c'est mieux. C'est là où j'ai dit, c'est mieux pour les Congolais, parce qu'ils ont besoin d'une expérience. Je prends un exemple tout banal de la vie quotidienne. On a tous remarqué que même pendant qu'on faisait des études, des enfants qui avaient une certaine suffisance, qui étaient riches, ils n'avaient pas conscience de toute la richesse qui les entourait. Il a suffi d'un moment de misère pour qu'ils prennent conscience justement de la vie qu'ils menaient d'antan. Et donc, à partir de la prise de conscience, ils ont décidé de remonter et de faire les choses autrement. Ce que nous demandons aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir une nostalgie du passé. Ça ne changera rien du tout. Ni de condamner le passé. Ça ne changera non plus rien du tout. Nous avons des défis majeurs. Nous avons des challenges à relever. Et nous devons les relever, ces challenges. Chacun doit être capable de mettre son orgueil à côté. Si dans ces pays il y avait quelqu'un, une seule personne, qui avait des solutions magiques pour ce pays, on l'aurait appliqué. Il n'y en a pas. Ni les dirigeants du passé, ni ceux d'aujourd'hui. Je pense que les solutions sont dans la communication d'ensemble, dans le dialogue. Et là, nous pourrons trouver des solutions. Mais individuellement, je n'en crois pas. Voilà, tout à l'heure, vous avez dit effectivement que les Congolais sont responsables à quelques égards près de la situation parce qu'ils ont géré le pays. Mais votre analyse rencontre quelques oppositions théoriques. Il y a certains analystes qui disent que c'est un piège de l'auto-victimisation. Parce que notre pays, malgré que les Belges soient partis, mais nous avons subi ce qu'on appelle le néocolonialisme. C'est-à-dire que ce n'est pas des grilles de cœur et qu'en réalité, nous n'avons jamais vraiment eu ce pays à le diriger. Nous avons été là, nous avons eu des dirigeants, mais les grands intérêts qui sont dans ce pays ont fait que c'est toujours à l'extérieur que s'est décidé le destin de ce pays. Et notre effort personnel, même quand nous serons bien alignés, bien organisés, tant que nous n'aurons pas compris que nous sommes dirigés aussi de l'extérieur, ça sera difficile. C'est une analyse qu'on oppose à celle que vous venez de décrire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben écoutez, ils n'ont pas raison entièrement. C'est une analyse que je respecte. Mais moi, personnellement, je ne vois pas les choses de cette manière-là. Moi, je dirais, nous sommes les deux à la fois.
Parce que là, c'est une analyse qui est totalement extrémiste. Ils sont à l'extrême, ils ont pris une position. Mais moi, je crois que non. Le néocolonialisme était là, bien sûr. Nous ne sommes pas les seuls pays à avoir subi le néocolonialisme. Nous avons le Maroc qui a subi la même chose, l'Égypte, la Libye, les Sénégal et tout. Mais tous ces pays ne sont pas aussi bas que nous. Pourquoi nous sommes si bas? Nous sommes les derniers. Les derniers. Ah, on était il y a quelques années avant le Bangladesh. Même le Bangladesh nous a dépassés, un pays qui est construit dans l'eau. Donc il y a un problème, mon cher ami. Moi je pense qu'il y a l'avenir devant. Aujourd'hui, la proposition que je peux faire, c'est de nous rencontrer, de faire des débats. C'est très important de faire des débats parce que chacun peut exprimer sa position. Et à partir des différentes positions, nous pourrons tirer des conclusions. Vous savez, en 2006... Nous avons eu une conférence nationale souveraine qui a duré 2 ans.